Là où j'étais assez halluciné, c'est que quand tout ce qui m'est arrivé, j'ai eu personne. Mais quand je dis personne, on m'a rien proposé. On est dans des situations, quand on est des situations de crise, où c'est pas aller chercher de l'aide, c'est l'aide qui doit venir à nous. C'est complètement différent en fait. Parce que on est dans une forme d'immobilisme de quelque chose qui n'aurait qui est trop lourd, trop dur. Euh, Proposer ça au moulin, c'est bien évidemment porter une solution en fait directe. Et donc du coup, de moi ce que j'ai pas eu. Souvent, on imagine que l'engagement au service d'une cause est inné, qu'il va de soi, qu'il est évident. Les personnes que vous allez entendre ont toutes fondé une association qui soutient des femmes en situation de vulnérabilité. Pour certains, cet engagement arrive après un long cheminement. Pour d'autres, après un événement qui s'est produit dans leur vie, qu'ils ont vécu dans leur chair. Un déclic, une révélation à soi et pour les autres. En coproduction avec le Fonds L'Oréal pour les femmes, Se révéler raconte le parcours de celles et ceux qui chaque jour contribuent à changer la société. Alan Caillot a seulement 32 ans. Je dis seulement parce que quand Alan raconte tout ce qu'il a vécu, on peine à croire qu'il est si jeune. Fin 2019, à la suite d'un drame personnel, Alan fonde l'association Moulin de Pont-Rue, un tiers-lieu social au cœur du Vexin qui aide en particulier les femmes victimes de violences à se reconstruire. J'ai rencontré Alain Michel, c'est le fondateur de l'association des associations Équilibre et Solidarité. C'est une grosse structure, très grosse structure dans les années 80. On dit que c'est l'un des hommes l'un des 500 hommes les plus influents du XXe siècle au niveau humanitaire. Et cette rencontre, c'est un homme qui m'a vraiment pris sous son aile, un peu comme un fils, en fait, d'une certaine manière. Et il était en train de monter un congrès mondial des imams et des rabbins pour la paix à l'UNESCO. Et du coup, je suis rentré là-dedans. Moi, je lui ai dit, en gros, je sais rien faire. Et j'ai passé 4 mois dans ces bureaux avec l'équipe, trentaine de personnes qui montaient ce congrès. Arrive en même temps, quasiment, la crise, en fait, fin 2008, l'attaque plomb durci au Moyen-Orient. Et ils ont des antennes là-bas, ils sont très implantés, ils bossent depuis plusieurs dizaines d'années sur place. Il me dit, voilà, moi, il faut que je parte en urgence là-bas, est-ce que tu veux venir? Ok, j'ai pas trop réfléchi, et j'ai dit à mes parents, je pars. Et je pars à Gaza, je pars sur les terrains en guerre. Ok, et je pars comme ça, et j'avais un début de relation avec une compagne. Et du coup, je lui dis, bah voilà, je pars. Et, vraiment du jour au lendemain, quoi. On atterrit là-bas, en plein intifada. Donc particulier, c'est des grosses tensions. Je suis mis au cœur de Jérusalem. Là-bas, j'étais en charge de l'approvisionnement pour les écoles et les hôpitaux. Ça m'a, ça m'a beaucoup formé. Euh, ouais, c'est fort. Moi, je repartais à peu près tous les 4 mois, je rentrais 2 semaines. Tous les 4 mois environ. Et quasiment au bout de 18 mois, ma compagne m'annonce qu'elle est enceinte. Et qu'elle veut garder le bébé. Et donc, du coup, bon, bah, je rentre et là, je me rends compte que ce métier-là, ça va pas être possible dans les conditions où je suis parce que déjà, j'ai vraiment pas de niveau d'études là-dedans, j'ai aucun. Et moi, en gros, j'ai fait du terrain, quoi, mais j'ai pas de notion de gestion comme dans les grandes écoles. Et du coup, je me dis, bon, ok, il faut que je trouve un métier. Et j'avais fait un peu plus jeune, vers mes 16 ans, un peu de métier de serveur, etc. Et donc, je me dis, ok, je vais me mettre dans l'hôtellerie-restauration. Et je crois que j'ai cette notion un peu d'entrepreneur. Donc, très rapidement, je me dis, ok, je vais m'ouvrir mon traiteur. On monte une entreprise avec son frère, avec mon beau-frère, du coup, à l'époque. Entreprise d'import-export d'insectes comestibles avec la Thaïlande. Et du coup, super, machin, ça marche bien, plein d'artistes dans le Parisien, etc. On est un peu repéré, on travaille pour des boîtes d'alcool, etc.
Ma compagne était dans la fin de ses études, donc voilà, on trouve un petit logement dans la campagne française, pas loin de là où j'avais vécu. Et ça se passe bien, la boîte marche bien, etc. Mon bébé est né, c'est chouette, vraiment. Au bout d'un an, drame familial, ma compagne est assassinée par un ami de la famille, de sa famille à elle, qui est le père de son ancien petit copain, qui s'est tué quelques mois auparavant, voilà, en venant chez nous parce que diverses raisons un peu sombres, mais en tout cas, il se tue en voiture. Et son père nous prend comme responsable, voilà, et devient fou et l'assassine. Et du coup, je me retrouve du jour au lendemain seul. Sans maison, parce que la maison devient une pièce à conviction. Mon lieu de travail était contre la maison, donc mon laboratoire, mon entreprise. Donc je me retrouve un peu tout seul dans une situation assez compliquée, tension avec la famille, vraiment dur. Et là, je passe par un chemin, voilà, où je suis un peu perdu psychologiquement, je suis fragile. C'est vraiment, c'est pas simple. Je pars réhabiter chez mon père. J'ai des grosses tensions avec ma belle-mère à l'époque. Je peux pas y rester longtemps. Je suis dans un état de déni de ce qui s'est passé. Et c'est compliqué, quoi. Au bout de 1 an et demi, je décide, en tout cas la famille me propose de partir habiter dans le sud. Et je pars avec mon fils vraiment pour me reconstruire psychologiquement. Je pars dans les montagnes, aussi paumé, mais à 800 mètres d'altitude, dans un petit village de 50 habitants, etc. Donc, mais je pars vraiment me ressourcer et prendre du temps pour moi, pour me reconstruire. Et je découvre le développement personnel, la méditation, le yoga, etc. Pendant un temps, j'ai besoin de ce temps-là pour souffler. Pas faire grand-chose, à vraiment dire, mais prendre soin de moi, en fait. Ça me fait énormément de bien. Et je rentre dans un processus aussi personnel de pardon, envers le meurtrier, et qui est pas un chemin simple. Et, euh, et encore plus, je pense, de pardon face à moi-même, de pas avoir été là, de pas l'avoir sauvé, etc., etc. Et ça marque quelque chose en moi de forme de, c'est un mot galvaudé, la résilience, mais quand même qui est présent. Et de m'apporter de l'amour à moi-même, véritablement à cette époque-là, et surtout à mon petit Butch, à mon fils. Quasiment, ça faisait 4 ans que donc c'était en fin 2016, 2017, et mon papa décède. A fait un AVC dans la maison, mon petit frère était présent, etc. Et donc bon, il faut remonter, il faut gérer tout ça. Assez compliqué, mais il y avait eu des tensions avec mon père quand j'étais plus jeune, même après la mort de ma compagne, etc. Mais je sais pas ce qui s'est passé quelques mois auparavant, on s'était vraiment retrouvés, donc père et fils. Ça, c'était vraiment très beau. Donc voilà, mon papa décède, on a une grande maison qu'il faut vendre, qu'il faut s'occuper de la vente, il faut gérer. Et je sais pas pourquoi mes sœurs et mon frère qui sont restés là-haut veulent pas du tout gérer ça, quoi. Et, c'est pas leur truc, ils veulent pas en entendre parler. Et mes sœurs me disent, ah non, mais on est prêt à te laisser le lieu et que tu le récupères. C'est pas ça, c'est qu'on voudrait que tu récupères le lieu et que tu en fasses quelque chose. Parce que mon père est mort dans un lieu où il faisait 600 mètres carrés, il y avait je sais pas combien de milliers de mètres carrés de terrain et il a fini tout seul, alors que c'est un beau lieu. Et donc, on se lance dans l'aventure, on décide de monter un centre. Au début, on se disait, OK, développement personnel, etc. Et en fait, on se rend compte sur place, en mettant en place des chantiers participatifs, on commence à recevoir des réfugiés, des femmes victimes de violences, des gens qui sont cassés par la vie. Et on les prend avec nous. Et en même temps qu'on fait les chantiers, donc bénévoles, pour reconstruire, refaire le lieu, parce que c'était un lieu familial, qui a rien, c'était un cabinet aussi d'archi à l'époque, qu'on accompagne les gens, qu'il y a une transformation qui se fait, on fait des ateliers sur la permaculture, et
Il y a des cours de français pour les réfugiés qui vivent dans la forêt, qui viennent chez nous, etc. On se rend compte qu'on n'est pas en train de monter un centre de dev perso classique comme il en existe. On est en train de monter un centre d'accompagnement social. Mais qui se fait malgré nous. C'est ça qui est très fort. On ouvre le centre mi-2019 et début 2020, c'est la crise. Et nous, en fait, pendant la crise, ça fait ça, quoi. Premier jour de crise, on décide de se réunir, de vivre à 20 dans le lieu et d'être ensemble. Et très rapidement, on contacte les services de l'État, etc. Et on dit, OK, on a besoin de vous, il y a besoin d'un centre, il y a besoin d'accueil et les gens sont isolés. Et dès que la première crise se finit, en fait, donc le premier mois et demi, nous, on a fait comme ça et on a fait pas arrêter de monter des programmes, d'accompagner des programmes pour des jeunes femmes réfugiées qui vivaient dans la rue, qu'on a pris chez nous, qu'on a décidé d'accompagner de manière très longue et globale. Vraiment, on a monté un projet pilote national d'accompagnement en fait de personnes qui étaient en situation de trauma parce que c'est des jeunes femmes réfugiées. Je pense qu'on peut s'imaginer dans l'imaginaire tout ce que ça veut dire que de faire des milliers de kilomètres avec ou sans enfants et de passer par des passeurs, par la prison, par les viols, par tout ça, etc. D'arriver en France assez cassé, d'habiter dans une forêt. Et que nous, vraiment, on décide, dans cette vision de famille, de les accueillir et de prendre en charge absolument tout. Que ce soit les cours de français, les cours d'informatique, leurs papiers, la gestion du trauma, leur logement, l'insertion pro, etc. Et on se dit, OK, on va faire un projet où on prend tout en charge. Le Moulin, c'est une association qui est un tiers-lieu, ce qu'on appelle. Donc, qui a une besace avec plein d'outils différents et on a 3 grands types d'actions. La première qui prend la plus de place, c'est l'action sociale et solidaire. La deuxième, c'est l'environnement et l'écologie. Et la troisième, c'est territorial. Et en fait, donc l'accompagnement de jeunes femmes réfugiées, de femmes victimes de violences et jeunes des quartiers, surtout à travers des séjours de rupture, où on est là, ils viennent vivre une expérience unique chez nous pour apprendre à travailler sur la gestion des émotions, véritablement, et de refaire un lien envers eux, vers eux-mêmes déjà, et vers la société. C'est des séjours qui sont très courts, mais très denses et très intenses. C'est un souhait d'apporter une réponse à un besoin. Aujourd'hui, pour les jeunes, et surtout les jeunes des quartiers, en fait, les dispositifs sont multiples, divers et variés. Il y a énormément d'acteurs. Pour les femmes victimes de violences, pas tant que ça. Pour les femmes en général, pas tant que ça. Il y a, bien sûr, bien évidemment, depuis quelques années, prise en considération, on met le focus dessus, etc. OK, mais quelle réponse on y apporte? Et ça prend du temps d'apporter des réponses. Et nous, on a fait d'une certaine manière, on avait l'outil et il n'y avait plus qu'à mettre en œuvre. Et on a décidé véritablement de mettre ça en œuvre. C'est vraiment pour nous aussi un souhait d'apporter une réponse à des besoins aujourd'hui. Quand une femme est victime de violence en situation d'urgence, elle se retrouve dans un hôtel social en quelques heures. Elle se retrouve toute seule, isolée avec son enfant. C'est peut-être fait, pour la plupart, taper dessus violemment. Elle est en situation de stress. Et la seule réponse, 90% qu'on lui apporte, c'est des tickets pour aller dans un hôtel social où elle va se retrouver toute seule pendant plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être. Et où en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va retourner de là où elle était. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Une des réponses qu'on souhaiterait, nous, avoir, c'est d'être, dès le démarrage, avoir une écoute bienveillance. Pouvoir au moins juste être présent. C'est le minimum qu'on peut faire et qu'on va faire. Et notre souhait, dans les prochains mois, on réfléchit pas, on est en pleine action de mettre en place un centre d'hébergement pour les familles victimes de violences avec enfants et les accompagner de manière globale sur du long terme chez nous, dans cette oasis de vie, qui est un vrai lieu de repos, véritablement, où on irait travailler sur l'ensemble des freins et les former, les accompagner, travailler sur la santé mentale aussi. Là où j'étais assez halluciné, c'est que quand tout ce qui m'est arrivé, j'ai eu personne. Mais quand je dis personne, on m'a rien proposé. On est dans des situations, quand on a des situations de crise, où c'est pas aller chercher de l'aide, c'est l'aide qui doit venir à nous. C'est complètement différent en fait.
parce que on est dans une forme d'immobilisme de quelque chose qui nous arrive, qui est trop lourd, trop dur. Proposer ça au moulin, c'est bien évidemment porter une solution, en fait, directe. Et donc, du coup, de moi, ce que j'ai pas eu. Suite à aussi mon parcours, ma vision, c'est un chemin personnel aussi de reconstruction, hein, ça permet ça. Par rapport à mon histoire, c'est de travailler de plus en plus en lien avec les femmes, pour les femmes et avec les femmes, véritablement. Vous venez d'écouter Se Révéler, un podcast coproduit par le Fonds L'Oréal pour les femmes et Friction. Merci à Swat Boutegrabé, Rana Amra, Diriata Ndiaye, Alan Caillot, Camila Rio-Sarmas et Abdelali El Badawi pour leur confiance, leur témoignage et leur engagement. Retrouvez nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming et sur friction.co.